Les Polonais sont-ils parvenus à faire plier leur président hier? Andrzej Duda a surpris tout le monde, son parti en premier, en annonçant son intention d'opposer son droit de veto à 2 des 3 projets qui doivent réformer le système judiciaire. Ce week-end, quelques milliers de personnes manifestaient devant la Cour suprême à Varsovie, réclamant ce veto. Parmi eux, l'ancien président Lech Wałęsa, qui a dit son espoir de voir la jeunesse se réveiller face aux conservateurs au pouvoir. Maja Szymanowska, bonjour. Bonjour. Vous êtes polonaise, journaliste, auteur du livre Les Polonais audacieux, paru en 2015 aux ateliers Henri Dougier. Merci d'être en direct avec nous depuis notre studio de Paris. Alors, on revient sur cette information d'hier. Tout le monde a été surpris par ce revirement à la tête de l'État polonais. Quelle est l'explication, votre explication ce matin de ce changement, de ce veto opposé par le président polonais ? Alors, les explications peut-être sont plusieurs. Effectivement, on s'est posé la question si c'est bien la rue qui a fait plier le président polonais. En tout cas, les manifestants venus nombreux encore hier devant le palais présidentiel voudraient le croire. J'ai entendu l'organisatrice des manifestations qui ont réuni les femmes à l'automne dernier et qui ont fait déjà plier le gouvernement sur l'adoption d'une loi qui interdirait complètement l'avortement. Le gouvernement a fait un pas en arrière. Donc Barbara Nowacka hier s'est félicitée en disant voilà, c'est la 2e victoire des citoyens. Bon, il n'est pas sûr que ce soit la rue qui ait réellement décidé Andrzej Duda, même si dans son discours hier soir à la télévision, il a précisé qu'il a bien entendu les manifestants et que probablement parmi eux, il y a ceux qui ont voté aussi pour lui. Donc c'est un pas vers cette opposition citoyenne qui ne trouvait pas d'écho et qui n'arrivait pas à discuter en fait avec le pouvoir conservateur en place. La deuxième explication, ça pourrait être aussi bien sûr les pressions européennes, la menace de couper les subventions à la Pologne, ces menaces qui ont circulé un peu dans les couloirs de Bruxelles. L'autre explication encore serait peut-être qui a influencé le choix d'Andrzej Duda, la conversation qu'il a eue avec la chancelière allemande la semaine dernière, Angela Merkel, qui a peut-être su trouver les arguments pour qu'il choisisse de rétoquer les 2 lois sur la réforme de la justice. Peut-être aussi Andrzej Duda, qui était appelé depuis le début de son mandat le stylo des conservateurs, tant il signait toutes les propositions de loi proposées par son camp. Peut-être il a un petit peu assez de ce rôle justement de marionnette et de pion. Les médias de l'opposition le traitaient justement très souvent de bons petits soldats de Jarosław Kaczyński, donc le leader des conservateurs. Peut-être il a voulu enfin s'émanciper. D'autres disent, et ça c'est les médias surtout conservateurs et de droite qui analysent ça aujourd'hui, peut-être c'est un signe d'une fracture au sein du camp conservateur, du camp au pouvoir. Peut-être c'est un ras-le-bol de la mise au pas de la justice et de tout l'appareil politique par le tout-puissant Jarosław Kaczyński, leader des conservateurs. À ce moment-là, Andrzej Duda représenterait ce parti de droite beaucoup plus républicain qui serait garant de l'état de droit et de la démocratie face à une droite on va dire presque délirante. Jarosław Kaczyński qui n'arrive pas à faire le deuil de son frère jumeau mort dans l'accident de l'avion voilà 7 ans, qui accuse presque la bave aux lèvres au Parlement la semaine dernière l'opposition de s'essuyer les gueules, comme il a dit, vous vous essuyez les gueules avec le nom de mon frère, vous l'avez assassiné.
Donc face à ce un peu délire et face à cette volonté de virage autoritaire incarné par Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda serait peut-être une alternative. Et vous y croyez à une fracture dans ce parti qui était jusque-là uni, puisqu'on parlait de marionnettes pour le président? C'est en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui. Le camp conservateur était très étonné par ce choix d'Andrzej Duda d'opposer son veto à 2 lois sur la réforme de la justice. Mais pourquoi 2 sur 3 justement, si 2 lois sur 3 ont été retoquées par le président qui les renvoie au Parlement, pourquoi pas s'opposer à tout le bloc? Quelle est la stratégie là derrière? Est-ce qu'il y a une explication aujourd'hui? Alors, peut-être parce que Andrzej Duda n'est pas vraiment un homme politique très fort et empreint de beaucoup de charisme. Peut-être c'était une volonté de ménager un peu la chèvre et le chou, de faire un pas vers l'opposition et en ouvrant un petit peu les discussions avec celle-ci. Je ne saurais pas le dire. Pourquoi Andrzej Duda n'a pas opposé son veto à la 3e loi. En tout cas, l'opposition le demande et les manifestations continuent. Aujourd'hui, est-ce que cette opposition est durable? Ou est-ce qu'on aura une version, disons, modérée de ces lois avec de mêmes principes contraires à l'état de droit qui reviendront dans quelques semaines, dans quelques mois, sous la plume que vous décriviez tout à l'heure, sous le stylo du président qui les signera quand tout sera un peu calmé? Alors, c'est ce que craignent effectivement les manifestants. J'ai parlé avec beaucoup de jeunes parce qu'il faut dire que cette fois, les jeunes se sont vraiment mobilisés lors de ces manifestations qui durent depuis une semaine et qui ont enflammé Varsovie, mais aussi les autres villes polonaises. Gdańsk, vous avez cité Lech Walesa, mais aussi Poznań, des petites villes. Il y a eu des manifestations partout en Europe. Alors, les manifestants ne désarment pas, effectivement, et j'ai pu lire sur les réseaux sociaux cette information qui est retweetée tout le temps. Encore un compromis, 2 vétos n'égale pas 3, le sujet reviendra après les vacances, ils veulent seulement nous faire taire. Donc effectivement, c'est ce que craignent les manifestants et même les leaders de l'opposition ont indiqué qu'il faut rester prudent face à ces vétos et ne peut-être pas crier tout de suite victoire. Alors Maja Szymanowska avec nous dans ce studio, Laurence Bolomé et Sandra Zimmerli qui lisent la presse pour nous aujourd'hui. La presse suisse qui dit cette décision n'est pas forcément néfaste pour le parti au pouvoir. Le gouvernement n'est pas fragilisé par cet épisode. Le parti pourrait au contraire conforter sa majorité en vue des prochaines élections parlementaires de 2019, selon André Liebich. Le professeur honoraire à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève s'exprime dans Le Temps et rappelle que l'opposition, elle, est décapitée. Aucun leader ne s'affirme en face du pouvoir et l'ancien président Lech Walesa est lui plombé par l'échec de son mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous partagez ce constat? Cette décision n'est pas forcément néfaste pour le parti au pouvoir. C'est pas le signe d'une érosion de son électorat? Non, c'est certainement pas le signe de son érosion. Alors peut-être c'est le début d'une fracture qui pourrait mener à cette érosion. Mais pour l'instant, effectivement, il faut dire que le sujet des tribunaux, accusés depuis longtemps en Pologne de corruption et de malfonctionnement, est un sujet qui intéresse effectivement surtout peut-être les grandes villes. Les gens qui s'intéressent à ces sujets-là et une grande partie de la Pologne des campagnes et la Pologne des petites villes pour aller très vite. Donc les électeurs du droit de la justice, du parti conservateur au pouvoir, eux, ils ne sont pas concernés par ces sujets. Donc là, c'est ça qui est assez dans les étonnant. sondages, on a une mobilisation aujourd'hui contre des réformes, disons, techniques. On parle de l'état de droit. Comment est-ce qu'on explique que la population se passionne pour, disons-le, quand même des arguties juridiques, même si elles sont fondamentales?
Alors, c'est une partie de la population, justement, qui s'y passionne. Ce sont les jeunes des grandes villes, la plupart du temps, ou les anciens opposants qui luttaient contre le communisme avant 1989. Mais c'est vrai que l'autre partie de la Pologne, comme le montre le sondage, les conservateurs ont toujours à peu près un tiers de l'électorat qui leur est favorable. Donc, une partie de la Pologne ne comprend pas justement ces questions qui, comme vous le dites, sont assez techniques. Donc là, les jeunes avocats se sont mobilisés, la magistrature, pour expliquer, pour faire tout un travail pédagogique, pour expliquer pourquoi la fin de la division entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire pourrait être préjudiciable aux simples citoyens. Mais à vrai dire, les citoyens lambda, enfin en tout cas le gros tiers de la population n'y comprend rien. Il faut y rajouter aussi la mainmise des conservateurs sur les médias publics, qui sont la plupart du temps les seuls accessibles en dehors des grandes villes, en dehors de Varsovie. Donc là, on a vraiment un autre son de cloche. Hier, quand on regardait la télévision publique, les manifestants, justement, sont un peu ridiculisés. On dit, voilà, c'est les jeunes qui gagnent 10 000 zloty par mois, c'est-à-dire 4 fois ou 5 fois la moyenne nationale, enfin le SMIC, et qui n'ont rien d'autre à faire que de se promener le week-end dans la ville. Donc c'est comme ça qu'on explique les manifestations. Donc c'est vraiment... on a l'impression deux Polognes qui s'affrontent. Il y a vraiment une grosse fracture actuellement en Pologne. Une Pologne pro-européenne, éduquée, de grandes villes qui voyagent et qui est contre ce virage autoritaire entamé 2 ans par le Parti conservateur. Et une autre Pologne qui y trouve son compte quand même dans le programme conservateur, surtout par exemple dans la mise en place des allocations familiales qui faisaient cruellement défaut en Pologne. Alors on va revenir sur ces deux Polognes, mais encore un mot de la presse suisse. Jusqu'à preuve du contraire, il faut se poser la question: Duda agit-il bien par souci pour l'état de droit ou plutôt par souci du trop de pouvoir du ministre de la Justice? C'est une analyse qu'on peut lire dans la presse alémanique, Sandra. Oui, pas un mot sur la Constitution elle-même, note le Tages-Anzeiger, ou sur les règles de base de l'indépendance de la justice lorsque le président annonce son veto. Il veut aussi autoriser une 3e loi qui ne touche pas à la Cour suprême mais soumet la plupart des autres tribunaux au ministre de la Justice. D'où la question: agit-il vraiment pour l'état de droit ou plutôt par souci du trop de pouvoir du ministre de la Justice et surtout du trop peu de pouvoir pour lui-même? Pour la NZZ, par contre, Duda a au moins le mérite d'avoir su procurer une pause salutaire à son pays. Il a su stopper l'escalade grandissante depuis 2 ans de la politique intérieure et fait un pas en direction de l'opposition. C'est une chance aujourd'hui pour régler les problèmes du pays, judiciaire compris, au-delà des idéologies et des partis. Maja Szymanowska, il y a une parenthèse qui s'ouvre désormais, un laps de temps qui permettra d'un petit peu faire descendre la pression et les tensions, à votre avis ? Peut-être, espérons-le, parce que c'est vrai qu'en Pologne, on ne peut pas dire qu'on est au bord de la guerre civile, mais c'est vrai qu'il y a deux Polognes qui ne se parlent pas, qui se parlent peu et qui se voient peut-être uniquement dans les rues de Varsovie de temps en temps. Aujourd'hui, on a cette mobilisation qui, vous le disiez, est peut-être un des facteurs qui a fait plier le président au pouvoir et l'a poussé à opposer son veto à ces 2 réformes sur 3. Cette mobilisation, est-ce qu'elle est durable? Parce que, vous le disiez dans une interview qu'on a pu lire notamment, il y a une émigration assez forte de cette Pologne jeune, urbaine, europhile, qui va peut-être travailler ailleurs, qui se découvre des perspectives ailleurs en Europe. Est-ce qu'elle existera toujours, cette Pologne-là, cette Pologne jeune dans le futur, cette Pologne urbaine? Ce que j'ai remarqué depuis 2 ans et depuis surtout l'automne dernier, les manifestations des femmes, c'est que cette mobilisation est toujours là, c'est vrai. Et chose nouvelle, parce qu'au départ, on disait il y a 1 an que les manifestants, la moyenne âge, était de 70 ans, que c'était que les anciens de Solidarność et que la jeune génération, justement, ne se sentait pas concernée. Ça a changé avec le cas des femmes. La
mobilisation énorme qui a eu lieu en novembre dernier. Et depuis, ça continue. Et j'ai parlé avec beaucoup de jeunes qui ont découvert en fait leur sens citoyen et qui continuent à aller aux manifestations. Hier encore, j'ai vu à Varsovie des foules réunies devant le palais présidentiel qui ne voulaient pas lâcher prise et qui voulaient faire encore pression sur Andrzej Duda pour qu'il oppose son veto aussi à la troisième des trois lois incriminées. Et pourtant, il y a une émigration, hein, c'est l'autre point dans cette frange-là de la population. Comment est-ce qu'on l'explique ? Certains estiment qu'on peut encore faire changer le pays, changer de majorité ou empêcher certaines réformes contraires à leur vue. Et d'autres partent ailleurs, simplement, peut-être dégoûtés par une certaine ambiance, une droitisation de la Pologne. Je crois que cette immigration c'est a un petit peu diminué actuellement. Elle était très forte il y a quelques années quand le chômage était galopant en Pologne. C'est toujours vrai dans certaines régions, parce que la Pologne justement n'est pas égale vis-à-vis du chômage. Mais ces derniers temps, l'économie polonaise va très bien. D'ailleurs, ça soutient un peu, ça donne de la... Comment dire, ça soutient un peu le gouvernement. Voilà, c'est ça, même si c'est pas forcément eux qui en sont la cause. Mais le chômage est en train de baisser encore. Il est en dessous des 10% actuellement. Même si, je répète, il y a certaines régions où c'est pas du tout le cas. Les régions orientales, où là, effectivement, il y a une émigration. Mais c'est une émigration non plus des jeunes des villes, mais justement des jeunes de petites villes, de villages, où il n'y a pas les grandes entreprises qui investissent par ailleurs en Pologne. Alors il y a cette réforme de la justice qui divise le pays, on l'a bien montré. Il y a aussi la question européenne qui j'imagine, divise la population. Aujourd'hui, de quelle nature on a une jeunesse europhile et puis des conservateurs europhobes, on peut résumer ainsi, ou on est trop dans la caricature ? Là, peut-être, on est du côté des hommes politiques, parce que quand on regarde les sondages et quand on discute avec les Polonais, les 3/4 de la population sont très pro-européens. Et là, les conservateurs font attention pour ne pas justement entrer sur ce terrain glissant et pour ne pas se mettre à dos la population en se mettant complètement à dos l'Europe. Alors, comment est-ce qu'on explique cette europhilie ? C'est que la Pologne bénéficie de beaucoup de fonds européens pour aider au développement ? Les explications sont plusieurs, bien sûr. Il y a l'explication financière, par exemple, qui a gagné à la cause européenne, on va dire, l'agriculture polonaise, qui était au départ, avant l'accession de la Pologne à l'Union européenne, assez méfiante vis-à-vis de l'idée de l'Europe. Maintenant, les agriculteurs sont complètement acquis à la cause européenne, effectivement, en grande partie par la manne qu'ils ont touchée grâce à la PAC, mais d'autre part aussi, c'est la position géostratégique de la Pologne qui joue, bien sûr, dans leur côté pro-européen. Parce que les Polonais craignent beaucoup Moscou, craignent beaucoup la Russie, surtout depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, par le Kremlin, et la guerre en Ukraine. C'est tout près de la Pologne. Il faut voir où on est sur la carte. Donc peut-être, quand on regarde de Paris ou depuis la Suisse, ça paraît assez loin, mais pour les Polonais, c'était un problème concret et bien sûr qui sont du coup jetés plus dans les bras de l'Union européenne et ne veulent pas du tout revenir dans la zone d'influence de la Russie. Malgré parfois ce qu'on peut appeler le diktat de Bruxelles. En Suisse, on est très réactif par rapport à ça. Il y a beaucoup de réactions épidermiques quand Bruxelles condamne la Suisse. Aujourd'hui, ces quelques semaines, on a assisté à des condamnations envers la Pologne. Ça n'a pas entamé l'europhilie ambiante du côté des Polonais. On ne subit pas une sorte de diktat de Bruxelles. On ne voit pas ça comme une ingérence de l'Europe dans la politique souveraine de la Pologne.
De la part du camp conservateur, bien sûr. Ce sont les premiers à monter au créneau pour dénoncer justement ce diktat de Bruxelles. Il faut dire que la situation est un peu étrange puisque le président du Conseil européen est un Polonais, Donald Tusk, et c'est l'homme à abattre des conservateurs et qui, selon eux, ne représente pas assez bien les intérêts polonais. Donc il y a ce jeu, bien sûr, politique, mais qui est, je pense, qui reflète des fractures de la politique intérieure polonaise, mais ne reflète pas l'europhilie de la population. Et pourtant, la Commission européenne a évoqué le déclenchement de l'article 7 du traité, une sanction encore jamais utilisée qui suspend le droit de vote du pays visé au Conseil des ministres. Bruxelles pourrait décider de faire une procédure incluant la Pologne et la Hongrie. Comment ça c'est perçu justement en Pologne? C'est pas perçu comme un diktat auprès de la population, de cette jeunesse europhile, de ces Polonais europhiles? J'avoue que cette information date d'il y a quelques jours et même d'hier, je crois. Enfin, l'idée de déclencher cela à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie pour empêcher Viktor Orban de soutenir la Pologne, si j'ai bien compris. Exactement. Oui, alors les Polonais, en fait, étaient un petit peu concentrés sur leur politique intérieure. Donc pour l'instant, j'ai pas vu énormément de commentaires là-dessus. Je crois que cela doit venir à Bruxelles mercredi. C'est ça. Et peut-être la décision d'Andrzej Duda était un petit peu allée dans ce sens-là pour calmer Bruxelles, pour calmer l'Union européenne et finalement négocier en sous-main le fait que cette procédure ne soit pas déclenchée. Aujourd'hui, vous diriez que l'Union européenne dispose encore de leviers politiques pour faire plier la Pologne sur certains points politiques. Elle est écoutée, elle peut encore s'imposer? Alors, de la part franchement, du parti majoritaire, du parti conservateur, PiS, je ne pense pas. On a vu leur manque total, en fait, d'attention en ce qui concerne les échos qui viennent de Bruxelles. Alors, est-ce que les sanctions financières, économiques pourraient être un levier? Peut-être, certainement. Mais pour l'instant, de toute façon, on est parti encore sur 2 ans et des conservateurs au pouvoir en Pologne et probablement tout est budgété déjà côté Union européenne. Donc on va dire que Jarosław Kaczyński, pour l'instant, se joue un peu de l'Union. Très bien. Merci beaucoup pour ces quelques observations. Maja Szymanowska, je rappelle que vous êtes journaliste en Pologne et vous êtes l'auteur également du livre Les Polonais audacieux, paru en 2015 aux ateliers Henri Dougier. Vous étiez en direct de Paris, accueilli par Bertrand Bichot. Vous souhaitez une excellente journée. Merci, au revoir.